Alors, messieurs, le Classico, on en parle juste après la revue de la semaine. Messieurs, on va parler de monsieur Robert Pires. Alors, Mehdi Maizi, vous le connaissez, il recevait justement l'ancien champion du monde sur sa chaîne YouTube. Je pense que ça vous a pas échappé parce que vous avez dû voir passer plein d'extraits justement sur Robert Pires où il s'exprimait un petit peu sur le foot. Et vous savez que nous, dans Hors-jeu, on aime bien ça, on aime bien les petits débats où on peut un peu confronter nos avis sur des sujets bien précis. Et il parle justement du football actuel versus le football de son époque. Il donne un petit peu son avis, sa vision. Et c'est assez intéressant. On l'écoute et on revient dessus juste après. Hier, le derby de Manchester, mais vraiment, je me suis ennuyé, quoi. Mais comme beaucoup de matchs, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, je m'ennuie. T'attribues ça à quoi, toi? Qu'est-ce qui fait que pour moi, c'est que techniquement, les joueurs sont certains joueurs aujourd'hui sont limités, quoi. Ah ouais? Tu penses techniquement? Non, mais c'est. Est-ce qu'ils sont peut-être Regarde, plus tu regardes- athlétiques? Les critères de sélection ont changé, je pense. Tu regardes une liste de ballons d'or à mon époque et une liste de ballons d'or aujourd'hui. Ouais, j'ai vu ça 2004-2024. Ouais, il y a des gens qui font ça, ouais. Tu regardes les noms. À l'époque, tu pouvais me citer 5 joueurs italiens. Voilà, je pense que c'est assez explicite, hein, les gars. Robert Pires qui semble un petit peu nostalgique par rapport à son époque, en tout cas. Bruce, je t'entendais pendant l'extrait dire qu'il avait raison. Je sais que toi, t'es J'ai plus... les mêmes je suis pas Pires, C'est ça, mais oui, j'ai mais les mêmes discours que ça. Avec Tu mon vas chat. un peu plus dans son sens en général. Quand on t'écoute, on va voir si Pipion et Youss sont un petit peu dans le sens contraire. Mais toi, quand tu entends Robert Pires, t'es complètement d'accord avec lui? Bah oui, ça faisait plus rêver. On a toujours ces mêmes débats. Mais je pense que tous ceux qui ont connu ces périodes-là, nous, on est de la même génération. Toi aussi, Braque, t'es nostalgique de cette période-là, du nombre de grands joueurs qu'il y avait. Il a pris l'exemple des listes des ballons d'or à l'ancienne. Tu compares à maintenant, c'est sûr que niveau kiff, c'est pas la même histoire, soyons honnêtes. Alors, tout n'est pas acheté maintenant. Le foot évolue, etc. Pas de souci. Il y a encore des bons matchs, tu vois, parce qu'il parlait de l'Italie, mais c'est vrai que tu regardes le derby milanais, il y a quand même eu des bons matchs et tout. Mais c'est vrai que quand tu compares les effectifs il y a quelques années d'avant à maintenant, poteau, c'est le jour et la nuit. Je sais même pas s'il y a un mec quasiment qui pourrait avoir sa place aujourd'hui dans les 11 de l'époque. Il y en aurait peut-être 1, 2, 3 où tu peux en discuter. Et ça s'arrête là. Faut être honnête, ça faisait beaucoup plus rêver. Après, c'est comme ça. Pourquoi, comment? Le foot évolue, le monde évolue. Les mecs sont peut-être un peu moins focus foot. Il y a peut-être moins de place aussi à la créativité, on l'a vu, parce que c'est peut-être plus tactique par moment. Enfin, les joueurs, ils sont plus enfermés dans des cases, etc. Il y a peut-être plusieurs raisons qui expliquent ça, mais c'est sûr qu'avant, oui, on se régalait beaucoup plus. Ok, donc de toute façon, ça c'est un avis, Bruce, qui est très clair depuis longtemps. Youss, toi, quand tu entends ça, peut-être que toi aussi, tu rêvais avec le football d'avant. Maintenant, là, quand on écoute Robert Pires et quand on essaye d'opposer le football d'aujourd'hui à son football à lui, c'est vrai que le football, il a quand même évolué. On l'a vu dans les commentaires, notamment de cet extrait. Ça va peut-être un petit peu plus vite aujourd'hui. C'est un petit peu plus athlétique. Donc forcément, ça demande d'aller plus vite. Est-ce que c'est pas ça qui fait que justement, on a la sensation que c'est peut-être un peu moins technique aujourd'hui? Je sais pas. Toi, c'est quoi ton avis? Moi, j'ai l'impression qu'on mélange un peu tout quand on est sur ce débat-là. Déjà, moi, je t'avoue que j'ai du mal à comparer les époques. Je pense que quand on parle du football d'avant, on parle de quel football? On parle de celui d'il y a 20 ans, on parle de celui d'il y a 10 ans, c'est déjà avant, il y a 10 ans, 30 ans. Déjà, même, je pense que chaque Là, je dizaine pense d'années. qu'il parlait de sa période à lui, Ouais, la plus sienne. ou moins, non? Je pense. Oui, je pense, oui, quand il jouait. Ouais. Oh, non, mais ok. Moi, je suis pas foncièrement d'accord. Alors, le point où je peux le rejoindre, et je pense que ça, de toute façon, c'est un ressenti global, peut-être qu'on s'ennuie plus devant les matchs. Et moi, je dirais pas que c'est parce que les joueurs sont moins forts, moins techniques. Pour le coup, moi, je l'ai un peu connu cette époque, moins que certains sur le plateau. Mais Merci pour nous. Merci. non, mais en vrai, et pour le coup, à l'époque aussi, il y avait certains joueurs, tu te demandais ce qu'ils foutaient là. Hein. Franchement, je pense que il y a de la nostalgie. Alors oui, évidemment, je pense que c'est quelque chose qui touche aussi toutes les disciplines, pas que le foot. Et des fois, tu parles avec des fans de basket, ils vont dire c'était mieux avant. Rien qu'en musique, tu sais, en musique, en film, C'était bien mieux avant. Je pense que c'est aussi de la nostalgie. Nous, notre époque, peut-être qu'on a tendance à romantiser un peu ce qu'on a connu quand on était plus jeune. Maintenant, je trouve que justement, en fait, le football actuel, je pense que les équipes, les joueurs sont trop forts. En fait, les équipes sont trop bien préparées. Donc plus forts qu'avant? Elles s'entraînent 2 fois plus, elles se préparent beaucoup plus, les staffs. Il y a 20 personnes par staff. Tu connais toutes les autres équipes parce que tu les as vues en HD, en 4K avant. Tu connaissais pas vraiment bien tes équipes. La préparation des matchs est beaucoup plus poussée. Et forcément, tu as des équipes qui se neutralisent. Donc, tu as beaucoup beaucoup d'équipes qui se neutralisent quand elles se jouent. Mais est-ce que ça veut dire que les joueurs sont moins forts? Je pense que le contexte est plus difficile pour les joueurs.
Mais je suis pas certain qu'ils sont vraiment forts. Il y a moins d'espace, il y a toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qui expliquerait que Moins d'espace, quand tu vois hier, il y en avait des boulevards. Hein. Et la preuve. Et pourtant, on parle de grosses équipes. Hein. Et c'est là que tu as vu le talent. Désolé, moi quand je vois jouer Lamine Yamal, moi j'aime bien Robert Pires. J'aime bien Robert Pires. Je préfère jouer Lamine Yamal que Robert Pires. Hein. Pourtant, je l'aime bien. Mais il y a du talent maintenant. Pedri était sur le terrain hier. Kylian Mbappé, c'est un talent. Peu importe ce qu'on peut en penser. Il y a du talent aujourd'hui. Il y a moins de créativité peut-être. Je pense que le contexte est plus difficile pour les joueurs, mais je dirais pas que individuellement les joueurs sont moins forts. Je vais te laisser répondre, Bruce, mais juste, on va avoir un peu l'avis de Pipion au milieu de tout ça. Parce que toi aussi, on peut dire que tu es un peu dans l'entre-deux. Toi, tu es très dans le football d'aujourd'hui, mais tu as vécu aussi un petit peu le football d'avant. Toi, tu te places comment ? Je suis un petit peu partagé parce que forcément, il y a de la nostalgie qui rentre en compte. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus ce qu'on avait, cette fameuse rareté, à savoir qu'on n'avait qu'un match de Ligue des Champions. C'était sur TF1, commenté par Gilardi. C'était le moment, tu vois, 20h45, tu pouvais pas le louper. Et maintenant, tu vois, tu peux voir du Étoile Rouge Belgrade, Club Bruges. Tu peux te régaler, tu peux voir les 18 matchs si tu veux. Donc, bien sûr que ce sentiment-là, c'était exceptionnel. Et le match, tu pouvais pas le louper parce qu'il n'y avait pas de replay. Enfin, c'était quelque chose d'assez instantané. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de foot. Alors, c'est bien parce qu'on peut observer pas mal de choses. Je dirais quand même que, comme Youss, le niveau homogène a grandement augmenté. Regarde rien que la Première Ligue. Avant, tu pouvais identifier 5-6 équipes qui pouvaient chercher le top 4. Maintenant, tu vois, tu as du Aston Villa, du Newcastle, parce que évidemment, la Première Ligue a très très bien bossé son produit. Et du coup, à un renfort de dizaines de millions d'euros, ça peut aller chercher de très bons joueurs. Et du coup, forcément, tu regardes le niveau de la PL. Aujourd'hui, regarde juste les équipes qui gagnent le Championship, elles arrivent en PL, elles se ramassent la figure. Pourquoi ? Parce que le niveau du championnat, il est démentiel. Quand bien même, tu as des équipes qui peuvent te décevoir de temps en temps. Après, est-ce que dans 20 ans, on ne sera pas aussi nostalgique du football de 2020 ? Qu'est-ce que sera le football de 2045 ? Est-ce que je suis sûr qu'on se dira, souvenez-vous, Ferenc Wirtz, Moussiala et Yamal, on sera comme des fous parce que c'est quand même des super techniciens. On a la chance aussi de pouvoir les analyser. Et peut-être dans 20 ans, il y a d'autres types de gamins qui nous feront aussi kiffer et qui joueront sur d'autres fibres. Après, je peux comprendre Pires qui dit, parce que c'est vrai que quand tu compares la liste du Ballon d'Or 2004 à ce qu'on a vu, oui, évidemment, tu as la crème de la crème. Juste pour terminer, moi, j'ai eu la chance sur certaines émissions de faire pas mal de matchs rétro, de regarder un petit peu du football, que ce soit des finales des champions, un match de Ligue 1. Faut surtout pas s'imaginer que c'était 90 de Joga Bonito. Hein. Et des fois, le ballon, il touche pas par terre. Il y en avait des longs ballons, des saucisses et tout. On cherchait du Marwan Chamakh, du Yann Koller, et puis tant mieux s'il est vide la tête. Et sinon, on repart. Le gardien, ça faisait du ping-pong avec le gardien adverse. Non, c'est un football qui était quand même assez, je vais pas dire rugueux, mais tu vois, faut pas s'imaginer. Ça pouvait être rugueux. Faut pas s'imaginer du football léché et tout. Il y a des mecs qui lâchaient des tacles. Cyril Jeunechamp, Cyril Roll, fallait se les coltiner. Parce que maintenant, ça veut ressortir proprement de derrière. Tout le monde doit faire ça, tout le monde veut faire ça, veut copier les meilleures équipes, ceux qui ont dominé, ce qui était pas. Non, je rigole. Ce qui n'était pas forcément. Moi, sincèrement, je pense vraiment que le foot, en termes le QI foot a régressé, mais énormément. Pourquoi les joueurs ils comprennent moins le foot là aujourd'hui ? Ils comprennent moins le foot. Ils sont dans une case. Si tu laisses place à la créativité, c'est très 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 limité comparé à avant. Ça, en tout cas, c'est mon avis. Vous pouvez être pas d'accord avec moi. Je suis convaincu de ça. Moi, ça, j'en suis convaincu. Physiquement, ça va peut-être progresser, parce que ça n'a pas de souci. Mais j'ai un avis par rapport à ça. Mais sur le QI foot, pour moi, ça a régressé. Le truc, c'est que oui, le foot a évolué. Ce que tu veux, mais le championnat, par exemple, l'Italie, tu prenais l'APL, mais tu regardais l'Italie avant, tu prenais les équipes comme Parme, tu prenais le top 6, top 7, top 8, c'est que des Dream Team. Tu regardais le foot de nations, toutes les nations moyennes, même bonnes, tu regardais les équipes, c'était que des noms qui faisaient rêver. La vérité, rappelle-toi, quand tu jouais à PES ou quoi à l'époque, tu prenais une équipe, même une nation moyenne, tu connaissais quasi tous les joueurs ou tous les joueurs, c'était que des bêtes de joueurs. Pour moi, il y avait quand même plus de gros joueurs. Alors oui, c'est plus physique maintenant, etc. Pas de souci. Mais c'est selon les besoins du football. À l'époque, c'était un football qui demandait peut-être un peu moins ça. Et c'était plus rugueux. Et c'est peut-être aussi pour ça que par moments, je trouve, il y avait moins d'erreurs. Maintenant, ça va vite. Mais il y a beaucoup de conneries et de fautes individuelles, je trouve. Tu regardes dans la plupart des matchs, il y a beaucoup d'erreurs grossières. J'avais l'impression, en moyenne, il y en avait peut-être un peu moins à l'époque. Mais ça, c'est peut-être parce que ça va plus vite, ce que tu veux. Mais moi, perso, je préférais tous les jours le foot d'avant. Moi, si le foot va un peu moins vite, mais qu'on se régale, il y a plus de ballons. Moi, je préfère ça. C'est pour ça que quand tu vois le Barça, merci au Barça de sortir toujours des jeunes cracks, etc. Il y a beaucoup de créativité. Ils poussent ça, ils mettent ça en avant. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à mettre des piles à certaines équipes, etc. en sortant des joueurs. Et juste, Braque, après, je te laisse. Ouais, vas-y. Pour moi, merci. Merci qu'il y ait eu quand même la génération avec un gros Barça, un gros Real. Ils ont entretenu, entre les deux générations, ça a été le lien. T'auras enlevé Cristiano et Messi qui symbolisaient ça. T'enlevais juste Cristiano et Messi. Tu faisais la transition de la putain de génération qu'on avait connue avec celle d'après. Si tu avais enlevé Cristiano et Messi, je te jure que tout le monde aurait eu le même ressenti. Le foot, il a régressé x 1000. On a eu cette chance d'avoir deux cracks absolus
qui ont fait le lien entre tout ça et qui sont des monstres absolus. Et ça, c'est pas de la nostalgie. Moi, Messi, Cristiano, ce que tu veux, ces mecs-là, ils sont dans l'histoire du foot tout en haut, machin. Tu vois, et ça, je te dirais la même plus tard. Hein ? Il y en a au-dessus de l'autre. Il y en a au-dessus de l'autre, mais c'est pour ça que quand les gens ils prennent l'excuse que de la nostalgie, moi je réponds ça, c'est faux, parce que moi je préfère largement la génération d'avant Messi et Cristiano. Mais Messi, c'est mon joueur préféré de loin, vous le savez, et Cristiano, il m'a choqué aussi, tu vois ce que je veux dire ? Donc non, s'il y avait plus de cracks comme ça, machin, pas de souci. Neymar m'a choqué aussi à sa manière, par exemple. Donc il n'y a pas que de la nostalgie. C'est des mecs qui faisaient rêver. Aujourd'hui, des joueurs qui font rêver, vous avez parlé d'Yamal, on mise sur un gamin. Il n'y a pas 150 joueurs qui font rêver de fou aujourd'hui, je suis désolé. Moi, il n'y a pas 150 joueurs. Avant, il y en avait beaucoup plus. Il y en a quand même quelques-uns, hein, des petits Cole Palmer, des gars comme ça. Bon, il y a des joueurs avant, quand même. Avant, il y en avait à l'appel. Non, mais alors attends, moi pour pas oublier, parce que j'ai failli oublier ce que je voulais dire, moi je me demande si justement le fait que les entraîneurs ils prennent autant de place maintenant que les. Alors je sors de mon troll. Non, justement, je sors de mon troll. Ce sont eux les stars. Non, mais voilà, en fait, moi je sors de mon troll avec Guardiola, mais le fait qu'aujourd'hui tu es des entraîneurs qui ont pris quand même beaucoup de poids dans le jeu, dans la tactique, dans la manière de préparer les matchs, j'ai quand même l'impression qu'avant, on avait plus des meneurs d'hommes qui allaient chercher le meilleur des gars qu'ils avaient entre les mains. Et je pense que sur le terrain, les mecs avaient peut-être un peu plus de responsabilité, peut-être un peu plus de poids dans comment l'équipe, elle se comportait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le coach est un peu plus prédominant dans ce qu'on va voir sur le terrain, dans le résultat que les équipes, elles vont proposer. Quand tu vois les équipes de Jürgen Klopp, quand tu vois les équipes de Guardiola, quand tu vois les équipes d'Ancelotti, je trouve qu'elles prennent beaucoup plus de place. Et ça... j'ai l'impression que ça fait quand même baisser un petit peu la responsabilité que les joueurs sur le terrain vont avoir et vont prendre. Forcément, si la tactique, elle est très précise, elle est très millimétrée, tu vas avoir des joueurs qui vont peut-être un petit peu plus suivre ce qu'on va leur demander de faire. Alors qu'à l'époque, quand tu avais des Zidane sur le terrain, des Makelele, des Manu Petit, peut-être que les mecs, ils avaient plus de poids dans l'équipe et que c'est peut-être eux qui géraient un petit peu plus et qu'ils étaient finalement peut-être plus en autogestion. Je ne sais pas si ça, c'est une transition qui a fait que maintenant le foot est devenu un petit peu plus tactique, un petit peu plus fermé parfois, ce qui fait qu'on a tendance à s'ennuyer. Je ne sais pas, mais moi, ce que je garde de cette époque-là, c'est que vraiment, ce qui ressortait, c'était les joueurs. On l'a vécu. Aujourd'hui, on glorifie énormément les Guardiola, les Ancelotti, les mecs qu'on voit là. À l'époque, je ne sais pas si c'était la même chose. On glorifiait les coachs, mais peut-être pas autant. Peut-être parce que les mecs sur le terrain étaient quand même plus forts et qu'ils avaient quand même des Ferguson, des mecs comme ça, des Wenger, on en parlait beaucoup. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Oui. Je ne sais pas si ça peut. Mais parce qu'il y a des coachs qui ont fait évoluer le foot, comme tu dis, comme Guardiola, et qui prennent plus de place, tu vois, du coup. Et après, pour revenir un peu aux comparaisons par rapport à ce que vous avez dit, alors c'est tout con et c'est très récent. Vous allez peut-être me dire, je suis con de dire ça. Mais le Real et le Barça d'aujourd'hui contre le Real et le Barça d'il y a 10 ans, ils se font exploser, mais comme pas possible. Lequel Tu mets le Barça et le Real contre le Barça et le Real d'il y a 7-8 ans, par exemple. Ouais. Enfin, je parle de la grosse époque Cristiano, mais ils se font matraquer. Ils t'auraient un gouffre en termes de niveau en quelques années. Donc après, ça c'est vraiment de la comparaison. Pour moi, tu as un exemple criant en quelques années déjà. Même là, le foot continue de régresser pour moi. Petit à petit. Non, mais là, tu compares au Real il y a quoi ? Il y a 7-8 ans, peut-être 10 ans. Mais si tu compares au Real d'il y a 20 ans, je pense que le Real. Oui, mais parce que là, c'était dans un trou. Mais là, le Real, ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais non, ils ont gagné 50 Ligues des Champions. Mais ils sont dans une mini-crise. Ils n'arrivent pas à gagner un seul match dès que l'adversaire arrive à aligner 4 passes. Ils sont pas en grande crise. Ils sont quasi en. Mini-crise. Oui, mais ils sont quasi en tête du championnat. Ouais, mais ils viennent de se faire tarter par leur ennemi juré 2 fois de suite quand même, et pas par un petit score. Donc, mais ils ont gagné la Ligue des Champions. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple, parce que pour moi, c'est pas ces dernières années, c'était pas Real en crise. Tu mets même le Real. Putain de merde. Le Real, quand il y avait encore Benzema à 20 ans, quand ils font la grosse LDC, pour moi, ils ont surnagé. Il y a certains mecs, c'est incroyable. Benzema incroyable. Tu mets ce Real-là contre le gros Real. Tu vois, quand il y avait tout le monde au top et tout, pour moi, ils se font torpiller pareil. Après, tu peux trouver ça, tu peux l'orienter comme tu veux. Tu peux dire aussi que le Barça du début des années 2000 était pas bon. Si tu le compares à celui-là, le Barça d'aujourd'hui est mieux. Tu vois, c'est des cycles que les clubs ont globalement. Après, tu vois, là, je trouve qu'on s'est écarté parce que Pires, il dit factuellement, les joueurs sont moins bons techniquement maintenant. Non, je suis désolé. Moi, même quand je vais en région, je vais voir des matchs de jeunes ou des trucs. Tu vois des mecs faire des trucs. Techniquement, il y a du talent. Qu'est-ce qui se passe pour quand on les regarde à la télé, on se dise ils sont pas bons techniquement. Et je pense que le contexte fait que c'est plus compliqué pour les joueurs de s'exprimer. Qu'il y ait des coachs qui brillent, je sais pas. Je pense qu'il y a de moins en moins d'espace. Et la réponse à ça, c'est quand même compliqué. Tu vois, n'importe quel joueur a du mal quand il y a peu d'espace. Non, mais c'est sûr que si sauf un, évidemment. Et voilà. C'est plus dur. Alors, juste
justement, en parlant d'espace, si tu avais des mecs plus créatifs, plus forts dans les petits espaces, petits espaces, pas petits espaces, ils te font la diff. C'est là où, pour moi, il y aurait eu plus de joueurs à l'époque dans les conditions de maintenant. Tu aurais pu jouer bloc basse que tu veux. Vu qu'il y a plus de créativité, c'est mon ressenti, je pense que ces mecs-là auraient plus trouvé la solution en moyenne comparé à ceux de maintenant. Bon. Parce qu'eux, ils sont plus désarmés, parce qu'ils ont moins d'armes, etc. Peut-être que ces mecs-là, il y avait plus de génie. Moi, c'est mon ressenti. Alors, ça a fait réagir tout de même, et après on va avancer, on va passer aux infos mercato, mais un joueur comme Jimmy Cabot, par exemple, qui lui a joué là sur ces dernières années, donc a pu ressentir un petit peu le football de maintenant. Lui, il dit « L'évolution du football pose certes question sur son attractivité, mais ce mythe que les joueurs étaient plus techniques il y a 20 ans et devenir une légende en jouant dans un fauteuil à 2 à l'heure ou en dribblant des conscrits foot, c'est plus possible aujourd'hui. Ce n'est que mon avis. » Voilà, donc on voit que chacun un petit peu à sa manière. Mais lui, il a joué, Bruce, tu vois. Donc comme on explique que Zidane, vieux père, à 55 ans, à la Coupe du Monde, il met une pile à tous les nouveaux meilleurs jeunes à qui tu veux, dans son fauteuil, comme il dit. Comment t'expliques ? Il y a 20 ans, c'était le foot d'avant, ça. Mais comment t'es... Non, en 2006, tu parles ? Il y avait un peu la fin de génération. Non, mais il arrivait à un basculement de génération, c'est ça que je veux te dire. Oui, ok. Ouais. Mais c'est comme Modric encore il y a quelques années. Il avait 50 ans, il commence à avoir 50 ans. Tu le voyais. Oui, après, on dit l'importance qu'il avait, alors que c'est sur un basculement de génération. Tout le monde ne côtoie pas Pintus au quotidien aussi. Ça aide à passer les années. Mais tu vois, Messi, la dernière Coupe du Monde. Gvardiol, après Messi, c'est Messi. Gvardiol, mais non, mais c'est pour ça qu'il apparaît. Il y a des tu parles de Zidane. Ces mecs-là, ils sont amusés avec les nouveaux jeunes. Mais ça, c'est des légendes. Tu parles de Zidane, ça tombe bien parce que Zidane, lui, a déclaré il y a quelques années que dans le football d'aujourd'hui, il ne pourrait pas jouer. Lui-même le dit. Ça va trop vite qu'il ne pourrait pas. La Juve, déjà, il dégueulait quand il est arrivé. Parce que, non, mais c'est vrai. Oui, c'est il vrai. a suivi les entraînements, les machins, parce que physiquement. Mais ce qu'il faut se dire aussi, parce que là, on imagine dans le sens inverse. Imagine, tu mets Zidane aujourd'hui dans les conditions de maintenant. Il n'aurait pas eu, avec la créativité, la vision de jeu qu'il avait, avec le physique de maintenant, les préparations de maintenant, tu aurais eu un Zidane plus fort qu'à l'époque aussi. Ou peut-être différent. Mais parce qu'il aurait développé d'autres capacités, d'autres qualités. La créativité et tout, c'est inné. Il aurait développé encore son cardio, le physique, plus. Pour moi, ça aurait été une meilleure version de Zidane qu'on a connue en fait. Zidane ultra instinct, ouais. Je te rejoins là-dessus. Évidemment que la préparation qu'un joueur a tout au long de sa carrière, l'entourage qu'il a, l'accompagnement, l'aide, le conditionne. Et évidemment que des grands joueurs d'avant, peut-être qu'ils auraient été des grands joueurs aussi parce qu'ils auraient eu un accompagnement encore plus poussé. Là, moi, j'ai pas envie d'aller dans l'extrême inverse et de dire ouais, les joueurs de maintenant, ils pourraient pas jouer, ils seraient nuls, etc. Mais je trouve que c'est de la fausse nostalgie de dire qu'il y a des mecs trop techniques. Je sais pas. Enfin, on voit quand même des sacrés gestes tous les week-ends, tu vois. Enfin, encore Zirkzee nous a fait rêver ce week-end avec ce type qu'il a mis. Des mecs comme ça, tu vois. Des fois, t'as des no-names qui te font rêver parce qu'il y a tu sens quand même qu'ils ont cette base technique. Il y a un petit truc, quoi. Il y a un qui est là, mais qui le contexte des matchs leur permet pas forcément. Les gars, Bruce très court, après on enchaîne. Mais je vais vous donner un exemple. La vérité, je pense, là vous allez me comprendre. Busquets, tu le fais jouer époque Zidane et tout. Il fait la carrière qu'on lui connaît, qu'il a fait. Tu le mets à l'époque de Zidane, il fait la même carrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien si sûr. Busquets, tu lui aurais mis 15, 20 ans de moins. Il aurait fait cette carrière, tout le monde aurait dit Busquets, aujourd'hui, il aurait rien fait. Pas assez physique, va à 2 à l'heure et tout. Soyons honnêtes 2 minutes. Busquets, s'il avait fait la même carrière il y a 15-20 ans, tout le monde aurait dit aujourd'hui, il aurait rien fait. Alors regarde ce qu'il a fait contre tout le monde et tout. Les Iniesta, les machins, les mecs qui n'étaient pas physiques, ils se sont amusés avec tout le monde. Les autres, ils peuvent être plus physiques que tu veux. La balle, tu l'attrapes pas. Bruce, par rapport à ça, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi, mais Busquets, il était quand même dans un contexte où autour de lui, il y avait une équipe de malades mentales. Ce qui fait qu'en fait, son jeu, c'était une pièce en plus dans un système. Non mais Bruce, je dis rien de spécial, mais c'était une pièce en plus dans un système qui était déjà extrêmement bien réglé. Donc c'est compliqué de dire à Busquets il y a 20 ans, tu vois ce que je veux dire ? Lui-même, il fait partie du système. Oui, mais c'est ce que je te dis. Il fait partie d'un système de fou déjà, tu vois. C'est grâce à lui aussi. Oui, si t'as pas de trio au milieu de terrain, Xavi, Iniesta, Busquets, t'enlèves un des trois, c'est pas la même. En fait, moi, je comprends la comparaison que t'as voulu faire parce que du physique, parce que tout le monde parle là que de physique. Busquets, c'est pas un mec qui est physique. Évidemment, c'est de l'intelligence technique. Et peu importe les époques, il se serait amusé le mec parce qu'il a un QI. Mais de toute façon, c'est sûr que Busquets, n'importe quand, il s'amuse. Mais
le truc, c'est que là, moi, je pense que même à l'époque de Zidane ou à cette époque-là, ça aurait été un super joueur parce que de toute façon, il est à part, il est unique, Busquets. Le seul truc, c'est que là, dans l'époque dans laquelle il a joué, même si c'est une époque qui est plus proche de celle qu'on vit actuellement, bah, il était quand même dans un schéma où, franchement, autour de lui, il avait de quoi faire. Je veux dire, tout était réglé. Il a joué avec des Messi, il a joué avec l'Espagne. C'est facile, quoi. Pour lui. Je dis pas que c'est dur, je dis pas que c'est facile ce qu'il a fait, mais je veux dire, ce que tu dis, c'est propre à tous les grands joueurs. Oui, faut être dans une grande équipe, pour ça que faut être bien accompagné. je trouve Cristiano Messi, c'est pareil, il faut être bien accompagné. Oui, je comprends, mais justement, Busquets, je trouve que c'est un bon exemple pour parler des différences entre les époques, sans aller dans un avis ou l'autre. C'est que Busquets, justement, il joue aussi reculé parce que c'est l'époque qui veut ça. Et peut-être qu'il y a quelques années, il aurait joué plus haut. Et c'est justement un peu la concrétisation de l'évolution du football. C'est qu'un joueur comme Busquets, on a eu besoin de lui plus bas parce qu'il a cette touche technique et parce que devant, il y a moins d'espace. Il ne peut pas forcément y jouer maintenant, mais il joue plus bas parce qu'il a cette technique qui approche. C'est un bon exemple, justement. Le football a changé et Busquets, c'est un bon exemple de ça. 20 ans peut-être avant, il aurait joué, ça se trouve, il aurait été numéro 10 et ça aurait été un grand numéro 10. Bon, messieurs, on avance. On a pris pas mal de temps, mais je savais que ce sujet, il allait quand même faire beaucoup réagir parce que c'est toujours intéressant. On va avancer sur nos infos mercato. Scipion, on t'a pas beaucoup entendu, du coup, tu vas un petit peu réagir sur tout ce qu'on a. Non, mais de toute façon, le débat était très intéressant. Bah, oui. Je pense que c'est bien d'apporter de la nuance et tout. Et de toute façon, on est obligé de se poser des questions sur l'évolution du football parce qu'on a vécu quand même beaucoup de choses. Tu vois, on a une Coupe du Monde des clubs qui arrive. On se pose beaucoup de questions par rapport aux droits télé, par rapport à la consommation, par rapport même au plaisir, ce qu'on ressent. Ce que dit Pires, moi, je le ressens peut-être plus d'un point de vue du supporter. Tu vois, la chute des Girondins de Bordeaux, bah, bien sûr que tu vois, c'est un truc qui t'éloigne un petit peu et que tu vas chercher des petits indices côte à côte. Et juste pour terminer le débat, je pense que l'évolution du poste est intéressante aussi parce que est-ce que des numéros 10, c'est forcément le poste, on dit tout ce qu'il a disparu, mais en fait, les numéros 10 sont passés ailiers, ils sont passés. Je pense qu'il existe encore ce poste. En fait, ces joueurs-là, ils ont su quand même évoluer. Alors, bien sûr, ils avaient peut-être pas des caisses physiques, genre un Riquelme aujourd'hui, où est-ce que je l'aurais mis? Mais c'est quand même des joueurs qui étaient tellement intelligents, je suis persuadé qu'ils seraient adaptés. Après, oui, c'est sûr que c'est dommage parce que le numéro 10, c'est un numéro qui nous a tous fait kiffer. Totti, on a parlé de Zidane, on a parlé de pas mal de très très bons joueurs. Je vois Odegaard, ça résume ça. Il reste des mecs comme ça qui restent plus ça, mais pour moi, c'est Abdelli vrai. encore aussi. Voilà. Exactement. Zizou Abdelli. N'aie pas peur, Braque. Toujours. Je suis prêt, t'inquiète pas, je suis dans le train. Alors, on avance du coup avec les infos mercato. Gvisha Kvaratskhelia, voilà, qui est tout proche de signer au Paris Saint-Germain. Alors, juste, je le dis pour le chat, les gars, les infos mercato que j'ai là, elles ont été préparées dans la journée. Et je le vis très très mal à chaque fois quand vous mettez... La journée de vendredi. Ouais. Non, la journée de lundi. Donc à chaque fois quand vous me mettez ça a été démenti, les gars, je le vis très très mal. Donc les gars, on fait le point, on fait le tri. Si ça a été démenti... Mais ça a été démenti, Kvarat, du coup. Non, mais voilà. Non, là, t'es bon. Là, t'es OK. Là, t'es bon. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. On essaye juste de trier. Voilà. Alors, Kvaratskhelia au PSG. Pour toi, est-ce que c'est une bonne idée, Pipion? Bien sûr. Il faut de plus en plus de renforts offensifs au Paris Saint-Germain. Ils ont besoin de nouvelles têtes d'affiche. Ils ont choisi de démarrer ces 6 premiers mois de la saison. Autant en Ligue 1, on a vu, il y a une différence. Tu as encore une bonne classe d'écart. Tu n'es pas trop bousculé. Par contre, en Ligue des Champions, oui, on voit que ça manque de talent. On voit que ça manque un petit peu de profil supplémentaire. C'est peut-être pas celui qu'on attendait le plus parce qu'on se disait, est-ce que ce serait pas plus un 9 hybride pour concurrencer Ramos? On sait que Luis Enrique n'est pas forcément arrêté sur un 9 comme ça. Mais par contre, chercher un Kvara pour concurrencer du Barcola, du Désiré Doué qui reste des jeunes joueurs, et lui qui a quand même fait un peu plus de saisons de confirmation, et même en Ligue des Champions il a brillé, bah oui bien sûr, le prix, après c'est Paris Saint-Germain qui met cet argent-là, je pense que ça reste plutôt raisonnable. On sait qu'en plus Naples a tendance à être gourmand, donc ça ne m'étonne pas, mais voilà, tu vas chercher quand même un joueur qui est confirmé de Serie A, un joueur qui sait dribbler, un joueur qui sait créer, et je suis persuadé qu'en dans le jeu de Lucho ça va faire beaucoup de bien. Bruce, toi t'aurais préféré qu'on te parle d'un numéro 9 là pour le PSG, sachant qu'on a encore vu les petits problèmes à la finition que le PSG rencontre, ou est-ce que pour toi Kvaratskhelia c'est quand même bien pour justement augmenter le niveau de qualité de l'équipe? Bah, si on parle pas du prix, etc., ça peut apporter quelque chose, mais à condition, faut des stats. Au bout d'un moment, faut des mecs capables de finaliser. Et Kvara, il est capable de mettre des buts, mais c'est pas un mec qui va te mettre 150 buts. Parfois, il va être un peu irrégulier aussi. Tu vois, c'est pas la garantie non plus à ce niveau-là. Donc, pour moi, le problème principal du PSG aujourd'hui, c'est des mecs capables de finaliser, c'est les stats. On a toujours les mêmes débats à chaque semaine. Pour moi, en prenant Kvara, est-ce qu'il va résoudre tous ces problèmes à lui tout seul? Non.
Après, en complément peut-être d'un buteur ou quoi, oui, mais le truc, c'est que on a compris qu'Enrique, il kiffe pas les buteurs, etc. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal, oui. Après, est-ce que c'est le truc incroyable qui va changer énormément la donne au PSG? Je ne pense pas. Tu penses pas? Mais dans le futur, à l'avenir, associé à d'autres joueurs, ça sera peut-être intéressant. Tu vois. Mais là, je pense que pour le moment, ça sera encore un peu léger pour le PSG. Quand je vois l'attaque, etc., parce qu'il faut marquer des buts. Le PSG a besoin de mecs capables de marquer beaucoup de buts. C'est le principal problème. Hein, donc, de toute façon, voilà. Il est bien identifié, celui-là. Yous, peut-être que tu as envie de nous parler d'Enzo Sternal. Alors moi, je ne l'ai pas noté dans mon petit conducteur. Je ne l'ai pas noté, mais tu as peut-être envie d'en dire un mot, parce que c'est que tu suis quand même minute par minute l'actu de l'OM. Seconde par seconde. Seconde par seconde. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? C'est une situation assez... effectivement, pour ceux qui n'ont pas suivi, je pense que les Marseillais sont au courant. Pour ceux qui ne sont pas Marseillais, Enzo Sternal est annoncé partant de l'OM au mois de janvier. C'est une pépite dans sa catégorie d'âge. C'est un des jeunes Français les plus hype. Il a notamment joué l'Euro cet été et il s'était remarqué. Il y avait eu un petit feuilleton cet été où il y avait des touches à l'étranger. Il voulait peut-être partir pour avoir du temps de jeu. C'est ce qu'il voulait. Il est resté. Deserbi lui a parlé. Il lui a peut-être promis certaines choses. Au final, il n'a pas eu ce qu'il voulait depuis ce début de saison. Ça fait 6 mois. On arrive à janvier. Il n'a pas eu assez de temps de jeu. Donc, il estime qu'il peut en avoir ailleurs. Apparemment, on parle d'Anderlecht. Ça serait un transfert définitif. Moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus, si ce n'est que... est-ce qu'au club, on croit en lui? J'ai l'impression que non. Si on le laisse partir définitivement, c'est qu'on ne croit pas 100% en lui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur qui est très petit. Et non pas que moi, je pense que quand tu es petit, tu peux... Franchement, personne ne sait, mais quand tu vois... Non, mais... C'est marrant, ça. Quand tu vois les photos, c'est incroyable. Quand tu vois les photos, je pense qu'il ne dépasse pas 1m65. Okay. Et je pense que s'il dépasse 1m60, c'est de peu. Il a eu un peu de temps de jeu cet été, notamment à Brest, il rentre en jeu. On l'a vu qu'il y avait c'est pas la même catégorie, quoi. Ouais. Quand en face, bon là c'était pas lui, mais si en face t'as Emmanuel Agbadou ou Kevin Danso qui lui rentrent dedans, c'est compliqué. Donc voilà, il va partir apparemment. L'OM a une urgence du résultat et ne peut pas forcément se permettre de donner tant de temps à des joueurs comme ça. Mais donc c'est un transfert sec, il n'y a pas de prêt. Ça part de ça, peut-être une clause de un pourcentage sur la revente ou comme Xavi Simons au PSG, mais ça part d'un transfert sec. Ouais. Dans l'oreillette, on m'a dit 1m74. Bon. Ouais, d'accord. Alors, si ça fait un peu plus grand. Oui, 1m74, c'est quoi? C'est avec 3 paires de chaussettes. Avec les bras levés sur le tabouret, oui, sur le tabouret. Ok. Non, mais de toute façon, t'en sais plus. Donc, non, il fait jamais 1m74, les gars. Ouais. Regardez les photos d'entraînement. Ouais. Il dépasse pas Merlin. Il n'est pas plus grand que moi. Non, il dépasse pas Merlin qui a 1m70, 1m71. Il fait jamais 1m74. Ok. Maxence Cacré, Scipion, qui rebondit à Com. Alors, on a vu qu'il avait plus beaucoup de temps de jeu à l'OL. C'était un peu beaucoup compliqué pour lui. Il avait joué 7 minutes sur les 9 derniers matchs de l'OL en Ligue 1. Est-ce que pour toi, c'est le bon endroit pour rebondir? Même pas forcément pour parler du club de Com, mais est-ce que pour toi, aller là-bas, c'est bien pour relancer sa carrière? Quoi qu'il arrive, il devait partir de Lyon. L'histoire était terminée depuis un petit moment. Alors bien sûr, il y a eu des bonnes séquences, comme la deuxième partie de saison l'an passé. Il marque un but important à Montpellier. Donc tu peux dire, comme c'est un enfant du club, tu t'appuies sur lui. Je pense qu'il aurait dû partir déjà depuis 1 an et demi. Il avait fait un petit peu le tour de la question à l'OL. Ce qui est intéressant, c'est un joueur qui n'avait pas trop perdu jusque-là sa cote. D'ailleurs, tu vois le prix du transfert, 15 millions d'euros. C'est plutôt bien pour un joueur qui n'a pas fait grand-chose depuis pas mal de temps et qui même, je crois, avait régressé sur pas mal de séquences. Il y avait encore le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso qui était sur lui. Donc tu vois, c'est dire que ça reste un jeune joueur qui n'a pas encore 25 ans, qui peut tout à fait redécoller. Moi, je ne suis pas arrêté sur cette idée-là. Après, ce qui est bien, c'est qu'il va arriver un petit peu avec un statut... je ne vais pas dire de vedette, mais c'est quand même un gros transfert pour Com, donc il va devoir assumer ce statut. Mais là, c'est bien, je pense qu'il devait sortir du contexte de l'OL. Pierre Sage lui a fait comprendre qu'il n'était plus dans les plans, qu'il était relégué très très loin dans la hiérarchie. Donc voilà, je pense que pour toutes les parties, c'est une bonne chose. Ok. Il y a pas mal d'infos aussi par rapport à l'Italie. On ne va pas forcément revenir sur tout, mais visiblement, Thiago Motta voudrait Randal Kolo Muani à la Juve. Donc ça, ce serait quand même une très très belle porte de sortie pour Randal. Ronald Araujo, qui lui aussi voudrait quitter
quitter le Barça. Henri Inigo, il s'est pété 5 semaines. Et là. Inigo vient de se blesser. Donc, quand même. est-ce que finalement, il va pas y avoir encore un basculement? Il va rester, je pense. Là, ils peuvent pas s'en séparer. Là. Bah ouais, là, c'est très compliqué. Et Bruce, 2 infos donc qui pourraient t'intéresser. Alors encore une fois, hein, je mets comme à chaque fois de grosses pincettes. Milan qui sera intéressé par et Kyle Walker et Marcus Rashford. On sait que Marcus Rashford, entre plus trop dans les plans de Ruben Amorim. Kyle Walker, lui, veut quitter City. Guardiola l'a confirmé en conférence. Est-ce que pour toi, c'est les 2 transferts qui peuvent se faire du côté de Milan, sachant qu'il y a aussi la concurrence de l'Inter sur Walker, notamment? De ce que j'ai compris, là, ils priorisent quand même Rashford. Ouais. Ils essayent d'accélérer sur Rashford avant d'accélérer aussi Walker. sur Walker, mais ils sont dessus, de ce que j'ai compris. Rashford, ça peut être intéressant dans le sens, de toute façon, c'est un prêt avec une option d'achat. Donc voilà, avec les problèmes que tu as devant, tu prends pas beaucoup de risques. Peut-être ça peut le relancer un peu. Puis avec Conceição, tu vois, ça peut peut-être lui faire du bien. Donc là, pour moi, je dis OK, pas de souci, ça se tente. Walker, écoute, à voir. Hein, c'est vrai que sur ce côté droit, ils ont eu la bonne idée d'aller chercher Emerson Royal. Voilà, personne n'était forcément pour. On connaît les limites du joueur. On sait que Calabria, c'est très compliqué depuis quelques temps aussi. Là, tu as Jiménez ces derniers temps qui, lui, est jeune et polyvalent, peut jouer des 2 côtés, etc. Mais bon, défensivement, tu vois, c'est pas gage d'énormes garanties non plus. Mais offensivement, par contre, c'est un joueur très intéressant. Donc, j'allais te dire, vas-y, Walker, tu peux tenter. Oui, après, on a compris ces derniers temps qu'il est un peu en perte de vitesse. C'est quelqu'un qui mise beaucoup sur sa puissance, sa vitesse. On voit que c'est de plus en plus compliqué pour lui. Je crois qu'il a 34 piges. Là, 34 exactement. Donc, forcément, voilà. Après, aujourd'hui, même un Walker à 70%, 80%, est-ce que c'est pire que ce que le Milan a en ce moment sur le côté droit? Je ne suis pas sûr. Donc, écoute, tout dépend des termes, des conditions. Mais si jamais Milan peut le faire, ça ne sera pas non plus sur des conditions de taré, parce qu'on sait que Milan, c'est un peu des barres de fer, et ça, tant mieux. Mais quand tu vois qu'un Reinders, J'adore l'expression. quand tu vois qu'un Reinders, il passe d'1,5 million à 3 millions, tu vois, c'est des trucs comme ça. Milan, ça ne va pas chercher très haut. Donc, écoute, pourquoi pas. Oui, Ce week-end, il y avait le week-end Fnac avec 10 euros offerts. Ils étaient au taquet à Milan. Ok, bon, les amis, on referme la revue de la semaine.